Toi, littéralement pour toi, les relations, c'est aussi comme du business. Il y a la partie A, la partie B. Si la partie B répond aux intérêts de la partie A et la partie A répond aux intérêts de la partie B, then la relation peut marcher. Oui, c'est ça fait pour moi. Et on ne peut pas Là, c'est selon eux. Donc pour toi, quand tu anticipes voir quand tu rencontres par exemple quelqu'un, vous êtes amis, vous êtes en train de parler, puis la personne peut-être t'intéresse. Ce qui t'intéresse, toi, c'est pas si la personne t'aime ou si toi tu aimes la personne, mais je te demande, est-ce que la personne peut répondre à mes intérêts? Je vais m'investir dans la relation parce que je m'attends à un retour sur investissement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Arsène, ça va bien? Salut chef, je vais bien et toi, comment tu vas? Très très bien en tout cas. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Arsène, qui aime bien s'appeler Kruger, sur notre chaîne, un ami. Puis aujourd'hui, on va parler un peu de tout et de rien, okay, mais surtout des business, l'entrepreneuriat. Puis on va aussi peut-être parler aussi de ton insertion ici au Canada, okay, pourquoi tu es venu au Canada et autres. Donc, s'il y avait peut-être une première question pour quelqu'un qui ne te connaît pas actuellement, qui est Kruger? Salut Ratisbonne. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir en tout cas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Batondi Kruger Arsène. Attends, c'est Arsène d'abord ou c'est Kruger avant? Non, c'est Batondi Kruger Arsène. Kruger, okay, c'est mon poste et nom. Ok. Arsène, c'est mon prénom. Ok. Mais je préfère Kruger, comme tu l'as dit. En tout cas. Kruger. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, comme j'aime bien le dire, Mbokeleng. Mbokeleng. Et c'est un honneur en fait d'être ici aujourd'hui avec le GOAT, un exemple à suivre. Bien sûr que oui. Dans l'entrepreneuriat, bien sûr. Bien sûr que oui. Et dans beaucoup de choses aussi. Non, juste l'entrepreneuriat. Et dans beaucoup de choses aussi. Le reste là, moi je ne sais pas. L'entrepreneuriat, c'est tout. Et qu'est-ce que tu fais à l'Université d'Ottawa? Je suis étudiant en finance, donc je fais aussi l'entrepreneuriat. Ah, ok. Je combine finance et entrepreneuriat. En quoi est-ce que c'est intéressant de faire la finance pour toi? Bon. C'était une passion d'enfant ou c'est juste tombé comme ça? Non, je ne vais pas dire passion, non, comment. En fait, normalement je fais finance juste pour me spécialiser. Mais normalement, je voulais plus apprendre sur la gestion, la création et la gestion d'une entreprise. Okay, en fait, c'est plus la raison pour laquelle j'ai choisi Telfer. Oh, ok, donc... Bon, finance, c'est plus une valeur ajoutée, parce que bon, pour entreprendre, tu as besoin de des notions en finance, oui. Donc, raison pour laquelle j'ai choisi aussi finance comme spécialisation. Ah, ok. Est-ce que jusque-là, ça t'aide quand même, ce que tu apprends à l'école? Ouais, pour le moment, en tout cas, ça va. Est-ce que tu penses que tu n'aurais pas pu juste spend your time sur YouTube puis apprendre tout ce que tu apprends à l'école? Personnellement, je dois te l'avouer, en fait, j'avais un jour contacté mon père et lui demandé de me donner du financement et tout et commencer mes affaires parce que, bon, disons, tout ce qu'on apprend en gestion, tu peux l'apprendre toi-même, toi-même. Donc, ouais, je l'avais appelé et tout, je lui ai dit, donne-moi l'argent. Tu me donnes l'argent et tout, je te présente mes idées et tout, je commence, ah non, il n'est pas d'accord. Il fallait d'abord avoir un diplôme. Il faut avoir un diplôme, il faut avoir une maîtrise. Bon, maîtrise, ça c'est déjà autre chose. Mais pour toi, quelle est la valeur d'ailleurs des études? Bon, de manière générale. Je ne dirais pas que les études ne servent à rien parce que bon, grâce à Telfer et tout, j'ai pu rencontrer des bonnes personnes, des bons exemples à suivre, comme par exemple toi. Et par rapport aussi à mes ambitions dans le futur et tout, cela me permet d'élargir mon réseau sur le plan professionnel, entrepreneurial. Oui. C'est plus ça. Donc les études pour toi, c'est plus rencontrer du monde, networker. Ce n'est pas plus les côtés aussi éducation, formation? Bon, l'éducation ici est là, mais on est à l'université. Toi-même, tu sais, bon, tu es là, tu vois, le prof et tout, il te présente le cours. Bon, c'est pas vraiment genre la formation, en fait. C'est à toi-même, en fait, de te former. Je pense même dans la description des Telfer, en fait, on t'a dit la vie ne s'arrête pas aux études. C'est à toi-même de chercher la valeur ajoutée. Oui. Tu es à Telfer, non? Je suis à Telfer. Ouais, voilà, en fait. Il faut chercher la valeur ajoutée. Jamais le recruteur va te recruter parce que, je sais pas, tu as bien étudié ou tu as fait un GPA. Bon, c'est un avantage. C'est un avantage. Même pour, par exemple, les stages et tout, c'est un avantage. Mais en fin de compte, ce n'est pas la totalité, en fait. C'est juste un élément. Genre, ça compte pour 20%. Mais c'est à toi d'investir sur toi-même, en fait. Et comment est-ce que toi, tu arrives à investir sur toi-même, mis à part les études? Comment est-ce que tu arrives à investir mis à part les études, bon, j'ai lu des livres. Des livres en rapport avec les domaines qui m'intéressent au fait dans la vie. En même temps, je regarde aussi des vidéos régulièrement. Bon, on a YouTube. YouTube c'est gratuit. Ouais, voilà, YouTube est gratuit et tout. Tu peux recevoir des formations en entrepreneuriat, même en finance au fait. Même avec Excel. Avec Excel, au fait, je me suis amélioré grâce à YouTube. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre. Il y a beaucoup de choses que tu peux utiliser, beaucoup de logiciels que tu peux utiliser pour apprendre au fait. Donc, les études, c'est juste un plus et tout. Avoir le diplôme et le réseautage aussi.
Très important, très important. Et depuis que tu es à Ottawa, quelle relation que tu as créée puis qui t'a peut-être amené à croître? Bon, n'allons pas aller loin. Bon. Mis à part moi, quelle relation encore, quelle personne peut-être tu as rencontré qui t'a aidé d'une manière ou d'une autre à croître, de manière consciente ou inconsciente? Bah, je peux commencer par toi. Ok. Bah, toi, tu étais là en fait, l'année passée avec Am Congo Express. Oui. Tu m'as fait voir que nous étions beaucoup trop diversifiés. Il fallait se focaliser sur un seul produit. À l'école, on nous apprend la diversification pour minimiser les risques. C'est ça. Mais dans la pratique, on apprend que quand on commence et tout, il faut être concentré sur un seul produit et tout, concentrer notre énergie sur un seul produit et dès qu'on aura la maîtrise, c'est là qu'on pourra diversifier. Tu vois. Donc toi, tu m'as apporté ça. Et en même temps, bon, je dois dire, beaucoup de mes rencontres, au fait, m'ont aidé, au fait, à survivre au Canada. Nous venons d'un continent, en fait, chaleureux, comme l'Afrique. Et l'environnement canadien, il est un peu froid pour nous. C'est très froid, en tout cas. Et nous avons battu des relations ici. Bon, ce sont des amis, c'est devenu des amis. Certains pourront devenir même la famille. Donc, on se soutient mutuellement, sur tous les plans académiques, personnels et autre chose. Wow. Je pense au Canada, si tu n'as pas d'amis sur lesquels tu peux compter ou des personnes sur lesquelles tu peux compter, c'est quand même difficile de survivre tout seul dans son coin. Oui, en tout cas, c'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué. Je me rappelle quand je suis arrivé, personnellement, je suis quelqu'un d'introverti et déjà, j'aime bien mon espace personnel. Je me disais, bon, le Canada, ça va, je vais rester enfermé sur moi-même, me concentrer sur plus important. Je suis arrivé ici et j'ai dit, non, comment, l'être humain a besoin de s'entourer. Ouais, voilà, de s'entourer, au fait, socialement parlant. Donc. Intéressant. Et d'ailleurs, même en termes de relations, tu t'es douté bien que j'allais te poser cette question. Arrivé au Canada, par exemple, tu n'as pas de la famille. Mais si je pense, tu n'avais pas de la famille. Ou tu as de la famille ici? Techniquement. Donc, c'est pas très proche dans la même ville, tout ça. Ah, ok. Bon, disons que tu viens d'un pays où tu étais quand même entouré. Tu viens ici, tu n'es pas très entouré. Tu dois quand même te faire des connaissances à gauche, à droite, dans une certaine mesure. Comment est-ce qu'on arrive à survivre tout seul, d'abord, premièrement, donc tes premiers mois, tes premières années, comment tu arrives à survivre? C'était compliqué. Je suis arrivé pendant la pandémie, au fait, de Covid-19. Donc, j'étais sur le campus, à Sudbury. Oh, tu n'étais pas d'abord à Ottawa? Non, je n'étais pas à Ottawa. J'étais d'abord à Sudbury. Je commençais en biomédical. Faut se concentrer. Non, en fait, je suis concentré. Je commençais en biomédical en finance. Ok. Non, biomédical, c'était pour continuer. Parce que j'ai commencé en médecine. Tu avais commencé médecine où ça? Au pays. Attends, tu as commencé médecine au pays? Ouais. Tu es venu faire biomédical ici? Puis après, tu es venu à Telfeur pour faire la gestion? Je commençais en biomédical parce que je m'étais inscrit en biomédical depuis longtemps. En fait, c'est au pays, je faisais médecine. Ensuite est venue la pandémie. C'est là qu'on a commencé à créer une activité pour diversifier les sources des revenus et tout. Et c'est dans ces processus-là des créations et des gestions que j'ai eu le coup de foudre pour, l'entrepreneuriat, la gestion, tout ça. Et cela, je me suis dit, au fait, bon, je m'ennuie un peu en médecine. Donc, je suis arrivé ici, j'étais déjà inscrit en biomédical. J'ai transféré, j'ai changé, mais je devais faire ma première session en biomédical. Ok. En tout cas. Mais est-ce que la médecine, quand tu faisais la médecine au pays, est-ce que c'était un choix de vie ou c'était peut-être tes parents qui t'avaient plus poussé à faire la médecine ou c'était quelque chose auquel tu pensais depuis ton enfance? Tu disais, je vais être médecin. Non. Mes parents, ils voulaient que je fasse l'informatique parce qu'ils se disent que je me débrouille bien avec des logiciels. Ah, ok. C'est simple de nos jours, au fait, l'informatique. Depuis que je suis tout jeune et tout, je vais sur Internet, j'ai fait des recherches et tout, et je trouve que je cherche. Donc, ils voulaient que je fasse l'informatique. Je me rappelle même, c'était à la publication des résultats lors de ma première année en médecine et tout. J'avais eu un échec en sociologie. Tu n'étais pas sociable, apparemment. Non, juste sociologie. Ma mère m'a dit, t'es sûr que tu veux continuer en médecine? C'est ça la question. Comment j'ai réussi en maths. J'ai eu une très bonne note en maths. Biologie, chimie. Tout c'était correct, la sociologie. M'a reposé encore la question, t'es sûr que je veux faire médecine? En fait, ils n'étaient pas vraiment d'accord, les deux. Mais bon, moi, je voulais faire médecine, premièrement, parce que, je sais pas, je trouvais ça plutôt challenging. Donc, c'est la raison
pour laquelle j'ai fait médecine. Mais même des moments, en fait, intérieurement, après la première année, je me suis dit, bon, ça marche pas. Ça marche pas. En tout cas, je me sens pas à l'aise dans cet environnement. Je me sens pas épanoui dans cet environnement. Et à l'époque, j'étais encore jeune et tout, j'avais cette mentalité-là. Je n'abandonne pas. Donc si je laisse, les gens vont penser que j'ai échoué. C'est ça, c'est ça le problème. Et moi, je n'échoue pas, moi. Je n'abandonne pas. Bon, c'était ça, en fait. Raison pour laquelle j'ai continué. Ensuite, je suis venu ici, bon, avec la pandémie et tout. J'ai eu un coup de foudre. J'ai dit, bon, papa, je switch. Je switch pour la finance. Et comment ont réagi tes parents quand tu devais switcher? Bah, ils étaient d'accord, en fait. Bon, ok. C'était pas un problème pour eux. Je pense aussi la plupart des parents qui envoient leurs enfants, qui sont en Afrique, qui envoient leurs enfants ici au Canada par exemple, je ne dirais pas qu'ils s'en foutent, mais ils s'en foutent de ce que tu fais. Tant que tu finis ça, puis tu as un diplôme à la fin, et si tu leur dis non, moi je vais faire ça ou je vais peut-être réussir dans tel ou tel autre domaine, la plupart des parents, je pense, s'en foutent quand même de ce que tu vas faire comme programme. Je peux pas dire qu'ils s'en foutent, parce que bon, j'ai des frères et sœurs et tout, certains aussi sont à l'étranger, ils ont un petit problème là. Mais écoute, avec mes parents, c'est genre, quand tu décides de faire quelque chose, tu dois leur expliquer le pourquoi et comment. Donner un sens à ça. Voilà, donc tu vas pas juste venir et tout, tu te réveilles le matin, tu dis papa, je fais finance. Bah, il va commencer à te poser des questions, parce que mon père, en tout cas, il pose des questions. Ouais. Pourquoi tu veux faire finance? Tu te vois où dans 10 ans? On dirait l'interview. Donc tu dois lui présenter toutes ses options et tout. Bah, vu qu'on est à l'étranger, il nous demande de choisir nos programmes d'études, nos domaines d'études en fonction de notre pays. Ah, ok. Donc, quand tu le présentes finance et tout, tu dois envisager qu'est-ce que tu pourrais faire en avenir finance au Congo, tout ça. Voilà. Ok. Donc, c'est plus ça avec lui. Donc, toi, tu te vois rentrer au pays, tu ne veux pas rester au Canada, être Canadien, faire ta famille personnellement, ici? Je ne me vois pas rester en un seul endroit. Comment ça? Tu te vois où et où? Pour faire quoi? Genre partout. Déjà, j'ai l'intention de travailler pendant un temps pour des organisations non gouvernementales, c'est-à-dire gérer 2 ans dans tel pays, 2 ans dans l'autre pays. Mais à part ça, sur le long terme, tout dépend de la femme que j'aurai. Non, moi, je ne veux pas. En fait, je trouve ça ennuyant en fait, de rester disons, en un seul endroit pendant plus de 10 ans, 5 ans et tout. En fait, toute ma vie, on était souvent en déplacement et tout. Soit j'ai changé d'école, soit j'ai changé de quartier, soit j'ai changé de ville. Donc, tu es déjà habitué à ces voilà. C'est ça en fait ma vie. Raison pour laquelle 4 ans à Ottawa, non 4 ans au Canada, 3 ans à Ottawa je pense. 3 ans à Ottawa et tout. Ça fait déjà beaucoup. C'est un peu boring. Quand tu dis ça dépend de la femme avec laquelle tu vas te marier, qu'est-ce que ça veut dire par là? Tu attends d'être marié pour maintenant avoir un plan pour ta vie ou quoi? Non, j'ai un plan pour ma vie, mais la résidence familiale, genre l'endroit où nous allons vivre en famille, bah, c'est elle qui va décider. C'est elle la maîtresse de la maison. Mais toi, tu es un homme, tu es un Congolais en plus. Je ne peux pas m'imposer. Non, le problème, c'est pas s'imposer. Mais toi, quelle serait ta décision? Bah, personnellement, si on pouvait changer des pays et tout chaque année. Pour aller où? Bah, d'autres pays d'Afrique. Comme quel pays? Bah, je sais pas, genre Tanzanie. Pas la Côte d'Ivoire, quand même, si tu es marié. La Côte d'Ivoire aussi, si tu es marié, c'est chaud. Pourquoi pas? Juste pour l'expérience. Si tu es marié, c'est chaud en Côte d'Ivoire, apparemment. Non, surtout pour un étranger, c'est chaud. Comment ça, c'est chaud? C'est chaud. Je comprends pas. Non, tu vas comprendre. Je comprends pas, mais tu vas comprendre. Si tu es marié, tu pars en Côte d'Ivoire, c'est chaud, c'est chaud. Non, mais bon, c'est ça, en fait. Tour de l'Afrique et tout. C'est plus l'Afrique, en fait. J'aimerais vivre dans d'autres pays d'Afrique et tout, découvrir leur culture. Ok. Bon, c'est plus ça. Parce que récemment, j'étais en train de causer avec une amie là, ivoirienne. Je disais, non, moi je pense que je vais aller me marier à une ivoirienne, tout ça. Puis elle m'a dit, tu vas aller laisser ta peau là-bas apparemment. Mais pourquoi? Mais c'est ce que je comprends pas. J'ai déjà parlé à quoi? 3 ou 4 ivoiriens. Et c'est presque la même chose. Ils me disent toujours c'est dangereux en Côte d'Ivoire actuellement. C'est qu'on me dit aussi, mais... C'est dans les marchés de l'amour là-bas, c'est dangereux actuellement. Ah bon? Je te jure. Je sais pas, moi je suis pas ivoirien, je sais pas. Les Ivoiriens peut-être pouvaient nous dire en commentaire ce qui se passe dans votre pays, mais bon, apparemment c'est interdit d'aller se marier chez vous, je sais pas pourquoi. Mais d'après ce qu'on m'a dit, les Ivoiriennes sont zo. Mon cher, faut pas gâter mon podcast, mon cher. Faut pas gâter mon podcast. Mais toi, en ce qui concerne d'ailleurs le mariage, puisqu'on parle là des relations, avant de passer à autre chose, tu te vois plus marier à une Congolaise, une Africaine ou n'importe quelle nationalité? Bon, en gros, je suis ouvert d'esprit, mais
préfère une Congolaise, particulièrement. Quoi, Congo, même pas africaine ou quoi, mais congolaise précisément. Moi, en fait, nous sommes Congolais et tout. Genre, on a notre culture et tout. Et moi, j'aimerais que mes enfants grandissent, au fait, avec cette culture congolaise. Ok. Donc, une personne qui vient de chez moi, plus précisément à l'Est, ça sera un atout. Mtoto Goma, Mtoto Bukavu, Maniema. Voilà, en fait, genre, ça sera un atout. Mais je suis ouvert d'esprit, donc... Donc, si par après tu trouves quelqu'un ici, peut-être qui est français ou c'est pas moi... Mais c'est juste, like, si la personne elle est française, like, si c'est pas moi, elle est marocaine, elle est tunisienne, elle est même canadienne par exemple, tu vas réfléchir à 2-3 fois avant. On ne sait pas. En tout cas, sur ces plans-là, au fait, je n'ai pas... En fait, je ne suis pas trop dur sur ces plans-là. Je suis ouvert d'esprit, mais j'ai une préférence au fait pour des Congolaises de l'Est. Et qu'est-ce que toi tu as remarqué depuis que tu es ici concernant les Congolais? Est-ce que les Congolais se mettent généralement en relation avec d'autres Congolaises ou ils essaient un peu partout? Bon, du point de vue relationnel, en tout cas, je prête pas attention. Donc, c'est juste une distraction pour moi. Donc. Comment c'est une distraction? Les relations, c'est une distraction. Est-ce que tu sais que, je ne sais pas d'où viennent ces statistiques, mais apparemment on dit, une fois que tu finis ton baccalauréat, tu as 60% moins de chances de trouver l'amour de ta vie. Ah bon? Oui, puisque ça devient difficile avec le monde du travail. Tu ne peux pas aller draguer quelqu'un au travail. Mais il y a 40% des chances que tu trouves l'amour de ta vie. 40? Non, tu quittes des 100 à 40? Moi, je serais dans les 40. Tu quittes des 100 à 40? Écoute, il y a des gens qui ont trouvé l'amour, même après le bac. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que toi tu en penses? Like, est-ce que tu penses que ce serait idéal de trouver l'amour de sa vie alors qu'on est encore aux études? C'est pas une obligation, mais est-ce que tu penses que c'est préférable ou tu penses qu'il faudrait peut-être finir les études puis penser à ça? Bon, personnellement, je demanderais à tout le monde au fait, de ne pas se mettre la pression. Tu vois, l'amour, ça arrive au fait, lorsqu'on s'entend le moins. Donc, toi, tu avances juste avec ta vie. Tu te concentres sur le plus important. Si ce sont les études, le travail et tout, carrière, bah, ça va arriver. Donc, tu te concentres juste sur le plus important. L'amour, c'est un peu secondaire pour moi, selon moi. Secondaire? Ouais, ça va arriver. Ça va arriver comment si tu... Parce qu'il y a un adage qui dit, il y a un sage même qui a dit peut-être, je pense qu'on ne voit que ce qu'on regarde. C'est-à-dire? C'est philosophique. Je pense que c'était quelque chose dans ce sens-là. On ne voit que c'est que... Like, si tu ne prêtes pas attention à quelque chose, tu ne peux pas like, voir la chose. Like. Je ne prête pas attention à l'amour, mais cela ne veut pas dire que je ne fréquente pas des filles. Ok. Je fréquente des filles. Mais comment tu peux fréquenter des gens sans pour autant... Là, c'est comme si tu fréquentes des gens sans pour autant y mettre les organes, comme on dit. Je ne peux pas mettre les organes. Mes organes, là, en ce moment, sont dans mes études, dans mon avenir. Ok. Et bon, la relation, en fait, j'avance avec le flow. Ok. Donc, si je vois une personne que j'apprécie, que j'aime bien et tout, je lui montre que je suis intéressé. Si la personne aussi elle est intéressée en retour, on entre dans la relation, on voit là où ça va nous mener, sans, disons, mettre la pression en fait. Oh non, on se voit dans l'avenir. C'est à cause de cette pression que certaines personnes se retrouvent dans des relations pas bonnes pour elles, mais... On veut dire coincé à l'intérieur, on ne veut pas sortir. Genre, il y a un avenir, en fait, ils sont projetés vers l'avenir et tout, ils se disent, on va attendre, on va patienter, on va persévérer. Mais en tant qu'entrepreneur, on va parler d'entrepreneuriat tantôt, mais en tant qu'entrepreneur, la projection, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir se projeter, voir dans 10 ans, 3 ans, 5 ans, où est-ce que je vais être, qu'est-ce que je vais faire. Là. Tu peux aussi importer ça dans tes relations, par exemple. Tout est question de préférence et priorité. Moi, la relation, pour moi, c'est pas une priorité en ce moment. La relation avec le sexe opposé. Mais, cela dit, je suis ouvert. Parce que, bon, dans le futur et tout, tu ne sauras pas qui sera là réellement pour toi, ou la personne sera là réellement pour toi ou pour l'intérêt. Donc, je suis ouvert à cette possibilité de m'engager dans le futur si je trouve une personne qui correspond à ce que j'attends de la part d'une partenaire. Déjà, moi, en fait, la relation avec le sexe opposé, je m'attends à un partenariat. Donc, je contribue à ton évolution, tu contribues aussi au mien. Genre, j'investis. Nous investissons ensemble. Et les deux parties doivent bénéficier de cet investissement. Si les deux parties ne bénéficient pas, bah, yo, pourquoi continuer? J'arrête, je passe à autre chose. Pour toi, littéralement pour toi, les relations, c'est aussi comme du business. Ouais. Il y a la partie A, la partie B. Si la partie B répond aux intérêts de la partie A et la partie A répond aux intérêts de la partie B, la relation peut marcher. Oui, c'est ça en fait pour moi. Et en même temps, vous vous mettez ensemble pour créer quelque chose en fait. Déjà, moi, l'objectif... Mais les gens te diront que c'est pour juste... C'est l'amour. L'amour n'a pas d'intérêt, on ne peut pas supporter. Là, c'est selon eux. Pour moi, c'est pas comme ça. Donc pour toi, quand tu
tu anticipes voir quand tu rencontres par exemple quelqu'un, vous êtes amis, vous êtes en train de parler, puis la personne peut-être t'intéresse. Ce qui t'intéresse, toi, c'est pas si la personne t'aime ou si toi tu aimes la personne, mais tu te demandes est-ce que la personne peut répondre à mes intérêts, c'est ça? Déjà, dis-moi pourquoi est-ce que la personne va t'aimer? Je sais pas, puisque tu es beau, tu as non, parce que tu corresponds à certains critères, au fait. Donc, c'est de l'intérêt aussi. Tu corresponds à mes critères, c'est-à-dire, dans ce critère-là, au fait, je compte retirer quelque chose, obtenir quelque chose de ces critères. C'est de l'intérêt. Donc, je vais m'investir dans la relation parce que je m'attends à un retour sur investissement. Waouh. Non, écoute. Bon, en fait, les gens ont, genre, en fait, cette vision de l'amour et tout, je sais pas, Cendrillon, Disney. Là. Ça n'existe pas. Non, c'est pas ça, en fait. Il faut retourner dans la réalité. Tu vas pas te mettre en relation avec une personne juste parce que il est beau ou, je sais pas, parce que tu ressens ses forts sentiments en toi. Non, la personne doit correspondre à... Un projet. Ouais, à un projet pour l'avenir, comme tu l'as dit. Tu l'as très bien dit. Un projet et tout. Donc, quand nous allons à un date et tout, lorsqu'on parle et tout, lorsqu'on discute, bah, j'aime savoir, en fait, quels sont tes projets pour l'avenir. C'est en fonction de ça que je me dis, je peux envisager un avenir avec cette personne ou pas. Où est-ce que tu comptes... Au fait, quelle est l'orientation que tu donnes à ta vie? Sur le plan professionnel, tu as des aspirations, tout ça, en fait. J'aimerais pas d'une personne qui, bon, elle n'a pas d'ambition, elle est juste là et tout. Souvent à cause de ces personnes, en fait. Ces personnes sont souvent en recherche d'attention parce qu'elles n'ont pas de but ni d'objectif dans leur vie. Donc, elles vont vouloir concentrer, je sais pas, leur attention sur toi, ça alors qu'elles n'ont pas d'autre vie. C'est étouffant pour moi, mais aussi genre, sur le long terme. Moi, j'aime bien mon espace personnel. Et vu que j'aime mon espace personnel, je vais souvent essayer de m'éloigner de toi. Et à cause de cette distance, au fait, bah, tu risques d'aller me tromper et tout. Je suis pas parfait. Je serai souvent absent. Mais est-ce que vous ne pensez... Ça, je vais faire l'avocat du diable. Les hommes, la plupart des hommes, surtout aussi, on parle des hommes africains, par exemple, voudraient qu'à un certain moment, leurs femmes s'occupent des enfants, qu'elles soient mères au foyer. Mais les mêmes hommes demandent à ce que ces femmes-là aient des ambitions côté professionnel, carrière. Comment est-ce que tu épouses une femme sur base de ce qu'elle a des ambitions côté carrière, professionnel, développement, mais en même temps, 2 ans, 3 ans après que vous soyez dans la relation, tu vas demander à la même femme de rester prendre soin de tes enfants? Moi, je compte pas demander à ma femme de rester à la maison. Non, mais si je parle, j'ai fait l'avocat du diable. Essaie un peu de défendre ces genres d'hommes-là, si tu pouvais défendre. Non, je ne peux pas défendre ces genres d'hommes. Critique alors ces genres d'hommes-là, si tu veux critiquer. Non, je ne peux pas aussi les critiquer. Tu n'es ni contre ni pour? Ouais, tout est question des préférences. Ok. Et personnellement, j'aimerais pas avoir une femme qui reste à la maison. J'aimerais que ma femme ait une vie, au fait, en dehors de la relation et tout. Et rester à la maison, c'est pas une vie? Bon, c'est une vie. C'est pas un show aussi? Non, c'est une vie. Par exemple, ma mère et tout, bon, au bout d'un moment et tout, elle a décidé de rester. Non. Ils sont décidés, entre eux, au fait, que moi, on va rester à la maison. Mon père lui avait laissé le choix. Parce que, bon, oui, maman travaille, papa travaille. Mon père, il est toujours à l'étranger. Chose qui fait qu'à la maison, on ne connaissait pas nos parents, en fait. Maman rentre le soir, papa près de moi et tout. Bah, ils ont décidé de sacrifier au moins la carrière et tout pour le bien-être des enfants. Je respecte ça. Mais disons, moi, je travaillerai dans le même pays que mon pays, au fait, la résidence au fait de ma famille. Non, je vois pas pourquoi est-ce que je vais demander à ma femme de rester à la maison. Parce que le soir, on va se retrouver en famille. Le week-end, on va passer des week-ends en famille. En même temps, j'aimerais que ma femme soit un exemple à suivre pour mes filles. Parce que j'ai besoin des filles indépendantes. Elle peut pas être un exemple en étant mère au foyer? Au fait, mère au foyer, il doit avoir une raison valable. Pourquoi tu veux être mère au foyer? Prendre soin des enfants, c'est pas une raison? Non, c'est pas une raison parce que moi, si je veux prendre soin des enfants... En étant au travail des 7 heures à 18 heures? La raison pour laquelle on cherche à diversifier nos sources de revenus, c'est pour avoir ces temps libres, au fait. Ces temps de passer à... Là, c'est pas la première année que vous aurez, c'est temps libre. Bah, qui t'a dit que moi, je vais m'engager et tout sans avoir une certaine stabilité? C'est une très belle question. Voilà, en fait. Donc, avant de m'engager, je dois d'abord avoir une certaine stabilité pour ne pas genre, faire vivre mes enfants. Non, certains... Je comprends. Intéressant. Les relations, ça fait quand même... Est-ce que ça ne te fait pas peur, entre guillemets, de t'engager? En tant qu'homme. Pas en tant qu'humain, mais en tant qu'homme. Like...
Est-ce qu'il n'y a pas la peur de l'engagement? Je pense, puisque je parle quand même avec beaucoup des gars que ce soit sur les campus, que ce soit à l'extérieur, que ce soit des amis au pays, tout ça, qui ont déjà 25 ans comme moi, par exemple. Et quand on parle, quand bien même il y a peut-être des désirs pour dire, oui, bon, j'aimerais quand même aussi me mettre en relation avec quelqu'un, j'aimerais envisager le futur avec quelqu'un. Quand même en tant qu'homme aussi, surtout africain, il y a quand même ce côté où je dois quand même me stabiliser bien avant de me marier pour pouvoir prendre soin de ma famille et autres. Mais il y a quand même cette peur-là des hommes de plus en plus de se jeter comme dans l'inconnu dans une certaine mesure. Je ne sais pas si c'est dû aux expériences passées ou quoi, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Pourquoi les hommes ont de plus en plus peur de se lancer en relation? Ils préfèrent les flirts et autres, mais officialiser une relation, c'est devenu quand même difficile pour les hommes. L'officialiser, c'est un engagement, monsieur. Il faut toujours tenir ses engagements. C'est une responsabilité. Et en tant qu'homme traditionnel en partie, lorsque je m'engage, j'ai décidé de devenir comme ton papa. C'est-à-dire, je dois répondre à tes besoins. Oui. Je dois toujours être là pour toi, pour te supporter émotionnellement, financièrement, sur tous les plans en fait. Je dois t'encadrer et en même temps prendre soin aussi de nos enfants. C'est une charge, monsieur. C'est une charge, je ne vais pas m'engager comme ça. Non, mais l'engagement là, c'est pas direct. C'est pas comme si dans 2 mois, 3 mois, vous allez vous marier. La plupart des gens qui ne veulent pas s'engager sont des étudiants qui sont en 2e, 3e année. Si je ne parle pas de quelqu'un qui a déjà 30 ans qui ne veut pas s'engager, là, ça n'a pas trop de sens. Si je parle des gens qui ont peut-être notre âge, 23, 24, 25 ans, qui ont peut-être, entre guillemets, des copines à côté, mais qui ne veulent pas officialiser la relation. Ça veut dire, ils vivent comme s'ils étaient déjà ensemble, ils font des choses comme s'ils étaient ensemble. Parfois, ils envisagent la vie comme s'ils étaient ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Et on voit ça de plus en plus. Mais alors, toi, tu veux qu'on parle de cette tranche d'âge-là, genre 24, 25, 26 ans? Oui, c'est de cette tranche-là. Non, on ne parle pas ici des 18 ans, 17 ans, non. Ici, on parle de 24, 25. Généralement, ces âges-là, tu finis déjà les universités, tu veux déjà te lancer dans la vie professionnelle tantôt. Donc, ici, on ne parle pas des gamins de 17 ans. Bon, de mon point de vue, personnellement, je compte m'engager, je pense autour de 28, 29 ou 30 ans maximum. Waouh. Genre à partir de 28 ans, là, je pourrais penser à m'engager. Et tant que j'ai pas encore atteint ces 28 ans, je pense pas que je veux vouloir m'engager. Parce que selon mes plans, j'attendrai une certaine stabilité, je pense à 28 ans. Donc après avoir atteint la stabilité, c'est là genre, que je pourrais m'engager avec l'enfant d'autrui, parce que je suis sûr que je vais prendre soin de l'enfant d'autrui. Même si j'ai perdu mon emploi, même si j'ai mouru, je sais pas, dans 2 ans et tout, l'enfant d'autrui aura toujours des sources de revenus. C'est ça, en fait, mon objectif. Lorsque je m'engage avec une personne et tout, que je ne sois pas là, je suis sûr et certain que l'enfant d'autrui est à l'aise. Tu n'es pas de ceux qui croient qu'on se met ensemble pour bâtir. Toi, tu veux bâtir puis appeler l'autre dans ta vie? Raison pour laquelle je ne veux pas me mettre en relation avec une personne qui n'a rien accompli dans sa vie. Et Steve. Écoute, je viens avec... comme je t'ai dit au fait, on entreprend. Moi, je viens avec, je sais pas, mon bagage et tout. Toi aussi, tu viens avec le tien. On met ensemble et tout pour construire un empire. Au lieu de commencer à zéro, on va commencer à un certain niveau. On s'entraide, au fait, mutuellement et pour atteindre le sommet. Bon, question, en fait, l'objectif, c'est de construire un empire, une dynastie. Et je ne vais pas commencer à zéro. Si j'ai l'occasion de commencer à un certain niveau, pourquoi commencer à zéro? Raison pour laquelle je dois me mettre en relation avec une personne qui déjà commence aussi sa vie. Mais pourquoi est-ce que les hommes... Je pense que c'est à cause de toutes ces exigences-là que les hommes sont de plus en plus... ne veulent pas officialiser les choses, puisque nos parents, par exemple, mon père, je ne me trompe pas, mon père s'est marié à 25 ans, je ne me trompe pas, avec ma mère à 25 ans. Je sais que le niveau de vie, ce n'est plus le niveau de vie il y a 40 ans, 50 ans, donc on ne peut pas comparer. Je sais que, avant, avec un petit job, tu pouvais t'en sortir dans une certaine mesure. Les gens étaient heureux avec peu. Mais de nos jours, surtout pour nous qui sommes à l'Occident, il faut quand même avoir un certain niveau de stabilité pour se permettre d'avoir un enfant, d'avoir un chat, c'est pas moi, un chien. Il faut quand même avoir un certain niveau. Maintenant, n'empêche que, pourquoi est-ce que c'est, vous êtes en train d'élever dans une certaine mesure la barre, et c'est ça qui vous pousse maintenant à vous marier à 40, 30 ans, 35 ans littéralement, puisque vous voulez, vous les hommes, être prêts jusqu'à un certain niveau, puis trouver aussi une femme qui est déjà prête jusqu'à un certain niveau, alors que nos parents commençaient littéralement presque à zéro tous les deux, puis monter jusqu'à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Comme tu as dit, l'époque de nos parents n'est pas notre époque.
Nous sommes toujours dans le même monde. Écoute, nos parents, ils ont commencé des rien, en fait. Ils sont arrivés à un certain niveau. Genre, ils ont atteint les sommets. Mais chez nous, là, actuellement, ce n'est pas aussi simple qu'à leur époque, en fait. Maintenant, il y a des barrières systémiques, en fait, qui empêchent genre, d'atteindre d'autres niveaux et tout. Raison pour laquelle il vaut mieux optimiser ses ressources. Donc, diminuer certaines dépenses. Quand tu t'engages et tout, actuellement, genre, tu viens de finir tes études, tu t'engages, tu augmentes déjà des dépenses, en fait. Direct. Les restos, bon, en fait. 1 ou 2 fois par mois, les sorties, les cadeaux. C'est ça, en fait. Si tu as aussi un enfant, ça augmente aussi des dépenses. Maintenant, il faut, cut the budget. Tu vois, c'est en finance, en fait. Optimiser ses ressources pour augmenter ses chances de réussir et tout. Tu t'es bâti déjà, je sais pas, une bonne fortune là. Et après ça, c'est après ça que tu peux commencer à dépenser. Utiliser ton argent pour prendre soin des personnes qui t'aiment. Si tu t'engages dans ces moments... je ne dis pas qu'en t'engageant maintenant, forcément tu vas échouer. Non, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Question de préférence, moi je préfère juste me concentrer sur le plus important, ensuite m'engager. S'engager aussi, c'est important. Très important. Si ton fils a 21 ans, 22 ans, vient te présenter sa fiancée, un jour, tu dis quoi? Je ne vais pas refuser. Ok. Ça ne me dérange pas. Tout est question de préférence. Ok. En tout cas, vous aurez compris les préférences de M. Arsène sur les relations. Je pense qu'on va clore ces chapitres, sinon ça risque de devenir personnel. Mais connaissant, je pense que bientôt là, je risque de devenir très personnel dans mes questions, mais bon. Sérieux? On va éviter ça. On va éviter ça. En tout cas, c'était un bon échange sur les relations. Parlons maintenant un peu de business, d'entrepreneuriat. Tu étais récemment au pays. Comment tu trouves le Congo actuellement? Je dirais que le Congo, c'est un bassin rempli d'opportunités. Je pense que je t'avais raconté, non? Oui. Je suis revenu au moins avec quelques idées et tout. J'étais allé au Congo pour faire une étude de terrain et tout. Et je suis revenu avec quelques 2 ou 3 idées et tout sur lesquelles je travaille en ce moment. Donc, il y a plein d'opportunités. Mais il y a aussi des blocages au niveau du système, en fait. Et ces blocages empêchent certains entrepreneurs en fait, d'évoluer. Et je dirais aussi, il y a aussi un certain désordre au niveau du gouvernement. Je ne vais pas entrer en profondeur. Beaucoup de désordre même. Mais tu peux utiliser ces désordres-là à ton avantage. Très important. Parce que Congo Express, on a fonctionné sans... Je comprends de quoi tu parles. Et personne n'est venu nous déranger. Donc tu peux utiliser ça à ton avantage pour amasser des ressources et entrer dans la régularisation. En fait. Mais s'il y avait 2 ou 3 choses que quand tu vois en RDC, là, que ça te fait vraiment de la peine, ça te peine vraiment quand tu vois ce qui se passe là. S'il y avait 2 ou 3 choses que tu pouvais partager avec nous qui te font vraiment mal au cœur quand tu vois la RDC, ce serait quoi? Disons l'égoïsme des politiciens. Je sais pas moi, écoute, c'est bon. En tant qu'homme, c'est normal, on peut vouloir voler, mais tu voles, au moins tu travailles. Et le système en place actuellement et tout, j'ai l'impression en fait qu'ils volent, pas intelligemment, ils volent. Non, je ne vais pas utiliser des termes pas agréables. Ils volent comme des personnes qui ne réfléchissent pas, en fait. C'est de la haine. Non, en fait, c'est pas normal. En fait, il faut voler intelligemment. Tu voles, au moins, tu travailles. Et toi, tu voles, tu fais amasser. Mais comment? Il faut réfléchir, en fait. Il faut aider ton prochain, en fait. Genre, bientôt, il y aura les élections et tout. Comment tu voudrais que le peuple le peuple congolais lui-même, il est foutu. Ça, c'est un autre débat. Ouais, mais genre, normalement, tu dois au moins construire quelque chose. Tu dois laisser au moins, genre, une marque et tout dans l'histoire. Certes, tu n'as pas très bien fait, mais au moins, tu as fait quelque chose. C'est-à-dire, quand on voit le peu que tu as accompli, on se dit, bon, au moins, il a fait quelque chose. Mais le système en place, en tout cas, personnellement, je trouve qu'ils font rien. Je suis rentré au pays, le pays, il est dans un état lamentable. J'ai dit, ma famille a quitté le Congo, en fait. Oui. Ouais, à cause de ça, en fait. Mais je sais pas, mais mis à part toutes ces menaces-là, entre guillemets, ou toutes ces faiblesses-là, qu'est-ce que tu vois comme, tu as parlé de ce que le Congo était un bassin d'opportunités. Pour toi, quelles sont les 2 ou 3 opportunités ou secteurs, par exemple, dans lesquels tu t'es dit, si jamais un entrepreneur sérieux avec les fonds qu'il faut, avec les ressources qu'il faut, vient investir dans ces domaines, il va vraiment percer puis faire la différence au Congo? Bon. Le Congo, c'est un pays en voie de développement. Donc, on ne peut pas commencer on ne peut pas dire que c'est en voie de déveloveloppement quand même. C'est encore sous-développé, je pense. C'est pas en voie de développement. L'Afrique du Sud, on peut parler des voies de développement, mais... L'Égypte, on peut parler que c'est un pays en voie de développement, mais pas le Congo quand même. Il ne faut pas ramener ça ici.
Bon, je disais, c'est un pays en fait de développement, donc tu ne vas pas ramener l'entrepreneuriat, le même style d'entrepreneuriat qu'on exécute au Canada, tu ne vas pas le ramener au Congo. Donc au Congo, on doit commencer à la base, commencer avec les ressources primaires, comme par exemple l'agriculture, l'élevage. Je pense qu'on a le lac, c'est le lac Albert, c'est un lac poissonneux en fait. Oui, genre, c'est le lac le plus poissonneux aussi. Voilà, en fait, genre acheter des bateaux de pêche et tout et développer ces secteurs-là. Tu peux aussi exporter à l'étranger. Oui. Ça, c'est un atout. L'agriculture, genre, tu te concentres sur un seul type de produit. Tu vois, des gens comme, je pense que c'est Dangote. Hein? Oui. Ouais, voilà, genre, tu te concentres sur l'agriculture et tout. Et, yeah. Tu te fais beaucoup de blé. Quoi encore? Bon, notre peuple, il est plus dans l'extraction, le loisir. Tu peux investir aussi dans des sites touristiques et tout. Je sais pas. Je t'ai partagé mon idée là. Oui. Donc, ouais, voilà. Intéressant. Mais en parlant même, c'est pas moi d'agriculture, même pas d'agriculture. Je vais éviter de parler d'agriculture. Il y avait une question avec Boukankolo dans la tête. Mais quand toi tu vois toutes les entreprises qui sont déjà basées au Congo, c'est peut-être une discussion qu'on va lancer. Quand tu vois la majeure partie des grandes entreprises qui sont au Congo, par exemple, qu'est-ce que tu remarques? Ce sont des entreprises étrangères. Shit. Et qu'est-ce que ça te fait de voir presque la majeure partie de notre tissu économique être dans une certaine mesure entre les mains des étrangers? Ça me fait pitié. Ce n'est pas normal en fait. Notre pays dépend complètement des étrangers alors que nous avons les ressources. Il faut les utiliser. Tout le monde veut se concentrer dans la politique. On peut entreprendre au pays, développer certains secteurs au fait au pays. Comme je t'ai dit, au fait, on a le lac Albert. Nous avons des terres au fait vides. Quand tu vas du côté du plateau de Batéké, là, c'est vide. Il y a des espaces vides, complètement vides. À l'est, bon, certes, les conditions du pays actuellement ne favorisent pas l'entrepreneuriat de l'autre côté, mais on peut investir dans, comment dire, faut garder ça. Comment on fait ça? Quoi ça? L'import-export dans les commerces, dans les mines, dans la guerre? Non, les gens qui visitent et tout. Le tourisme, tout ça? Ouais, le tourisme. Oui. Ouais, on peut investir dans le tourisme. Moi, je pensais que tu allais dire qu'il faut investir dans la guerre. Non. On ne peut pas investir dans la guerre. Mais au moins, on peut investir dans le tourisme et tout. Genre à l'est et tout, il y a plein de sites et tout. Il neige même du côté de... Ouais, c'est Rwenzori et tout. Il neige là-bas et tout. Tout ça, en fait. On peut utiliser ça comme source de revenus. Il y a le gaz, au fait, dans le lac Kivu, qui est exploité par le Rwanda. Mais nous, on ne l'exploite pas, en fait. Apparemment, ils sont même en train de prendre notre partie tellement nous, on a fait. Ils les font toujours, papa. Donc, c'est en fait le fond. Que ce soit avec les pétroles qu'on partage avec les Congo-Brazza puis l'Angola, nous, on ne l'utilise pas, les autres l'utilisent. Les gaz, de l'autre côté, les autres l'utilisent, mais nous, on l'utilise pas. Nous-mêmes, on va acheter notre carburant, on importe à partir du Congo-Brazza. Wow. Non, pardon, de l'Angola. L'Angola. Ouais, tu vois. C'est triste, c'est triste. Mais récemment, même quand j'étais au pays, juste pour rebondir sur le fait que ce sont plus les étrangers qui sont en train de actuellement construire littéralement notre tissu économique. Là où il y a notre bureau, avec des Nyumbako, sur le boulevard Triomphal. Près de l'UPC? Oui. Avant, quand je quittais ces pays-là, cet endroit-là, il n'y avait rien. Tu te rappelles, il y avait juste la brousse, il y avait juste une clôture, c'était dans l'ancêtre de l'UPC. Tu as quitté le pays en quelle année? Moi, je quittais en 2018. Il n'y avait rien? Oui. Sur cet espace-là, il y avait parfois des mamans qui faisaient un peu de, comment on appelle ça, qui cultivaient un peu dessus, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas de bâtiment dessus, il n'y avait rien. Sur cet endroit-là, il n'y avait rien. En plus, c'était dans la clôture de l'université protestante au Congo. Puis, même pas quand je reviens, vers 2022, si je ne me trompe pas, notre partenaire, Alain, puis directeur d'agence, nous dit non, qu'il y a un bâtiment, puisque là, on commençait à chercher un autre bureau. On nous dit non, on est en train de construire un truc. I was like, wait. Donc, cet endroit-là, pour moi, c'était un champ. Là, il y avait des mamans qui faisaient des trucs là. Et il nous envoie les photos. J'étais surpris de voir que non, il y avait un étranger, un Libanais. Et tout ça, je dis ça pourquoi? Chaque jour, il y a des entrepreneurs congolais qui passaient là. Chaque jour, il y a des ministres congolais qui passaient là. Chaque jour, il y a des gens qui ont quand même les moyens qui passaient là. Mais personne n'avait vu qu'il était possible de faire un partenariat avec UPC pour construire des galeries marchandes là. Puis maintenant, là, il est en train de construire des appartements juste à l'arrière. Personne n'avait vu cette opportunité-là. Il a fallu qu'un étranger vienne du Liban, passe par là
pour voir cette opportunité. Donc, nous-mêmes, Congolais, là, ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Mais c'est qu'on me disait que c'était un Congolais qui avait investi là. J'allais être l'homme le plus heureux au monde. Mais là, c'est un étranger qui a quitté le Liban, qui est venu remarquer qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait une opportunité. Et il a saisi, il est allé à l'UPC, ils ont fait un partenariat, je ne sais pas moi, sur 20, 30 ans. C'est littéralement une location qu'ils sont en train de faire. Ils prennent vos terrains, ils construisent, mais ils n'achètent pas, ils construisent. Ils font un retour sur investissement, puis ils vous laissent les bâtiments par après. Et je me suis dit, si ça c'est juste dans les domaines de l'immobilier, combien d'autres domaines sont délaissés par des Congolais, mais sont pris par des étrangers? En fait, tu vois, l'environnement, en fait. Le Congo, en fait, il n'occasionne pas cet esprit entrepreneurial et tout, au sein de la population. La population congolaise, elle survit, tu vois. Ils pensent plus à répondre à des besoins primaires comme la nourriture et boire, et autre chose. Danser. Bah, ils sont aussi trop... Bon, dans la sapologie. Ouais, genre l'ambiance et tout. Comme je t'ai dit et tout, t'es concentré beaucoup plus sur les activités récréatives et tout au Congo. Et raison pour laquelle le Congolais n'a pas ces temps en fait, de réfléchir, de chercher à créer de la valeur, de chercher à améliorer les conditions de vie de son prochain. On peut le voir même dans la politique, en fait. Les politiciens sont sont un peu égoïstes, tu vois. Les politiciens congolais, en fait, tu manges sans penser aux autres. C'est la même mentalité, en fait, qui est dans le peuple, en fait. Tu ne penses pas à ton prochain. C'est juste toi, 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 toi. La raison pour laquelle le pays n'avance pas. Parce que, genre, si on avait cet amour, en fait, du prochain au pays, bah, je pense que le pays serait loin en ce moment. Toi-même, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ton objectif? Mon objectif, en tout cas, c'est de transformer des vies au travers de ce que je fais. Soutenir les gens, par exemple, qui investissent dans l'immobilier pour ne pas perdre leur part dans l'immobilier, leur investissement. Voilà, c'est ça, en fait. Ton objectif, c'est d'aider ton prochain. Créer des emplois, permettre au pays, au fait, d'avoir accès à ses ressources primaires, en fait. Tu vois, tout ça, là, en fait, c'est ce qui te pousse à créer de la valeur, à chercher, au fait, à créer des choses, au fait, pour répondre à un besoin de la population. Et la population congolaise, en fait, elle ne pense qu'à elle-même, elle ne pense pas à autrui. Raison pour laquelle ils ne vont pas penser à entreprendre. Bon, le fait que les Congolais n'entreprennent pas, c'est littéralement à l'image de ce qu'il est dans la vie réelle. C'est quelqu'un d'égoïste. C'est ce que tu voudrais dire par là? Vous l'avez dit. Non, mais c'est une très belle pensée. Je n'ai jamais eu le temps de penser comme ça. Dans le fait que les Congolais, beaucoup de Congolais en tout cas ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat ou peut-être font juste l'entrepreneuriat de survie, ça veut dire pour soi-même, c'est lié au fait qu'on n'a jamais une pensée pour l'autre. Bah, c'est ça en fait, on ne pense qu'à soi-même. Et tu peux remarquer en fait, il y a une différence de mentalité entre les gens de l'Est, particulièrement Butembo et tout, et l'Ouest. Oui. À l'Est, ils sont un peu différents en fait. Ils pensent à pas seulement à eux-mêmes, à leurs enfants en fait. Ils cherchent à construire une richesse et tout générationnelle. Raison pour laquelle l'Est et tout évolue. Mis à part la guerre et tout, je pense que l'Est sera à un niveau un peu plus élevé comparé à l'Ouest du pays. Oui. L'Ouest, nous avons, pour ceux qui ne connaissent pas, à l'Est par exemple, nous avons le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, une partie. Maintenant, nous avons aussi la Chopo. Katanga aussi. Nous avons aussi au sud-est, nous avons aussi Léo Katanga, nous avons aussi nous avons Tanganyika aussi. Ça, c'est vraiment vers le sud. Mais sinon, c'est plus ces côtés-là aussi qu'il y a la plus grande partie de la concentration des richesses au pays. Avec les mines, même en termes d'entrepreneuriat, même en termes de croissance actuellement. C'est plus ces provinces-là qui sont développées. Voilà, c'est ça en fait. Et je te jure, s'il n'y avait pas des guerres là-bas, je te jure que ces provinces-là, ça serait autre chose. Déjà, au fait, ces côtés-là, nous avons accès à d'autres pays. Chose qui fait qu'on a une mentalité un peu plus ouverte. Comparé à l'Ouest, parce que quand je suis arrivé à Kin, personnellement, je suis déçu, en fait. En termes de capital, quand même. Genre, ça marche pas. En fait. C'est quand même bizarre. Les gens ont une mentalité un peu renfermée. T'es né, t'as grandi à Kin, t'as jamais quitté Kinshasa. Ça marche pas, en fait. Il faut essayer de voir à l'extérieur de Kinshasa et voir que à Kinshasa, les gens ne vivent pas, ils survivent, en fait. Raison pour laquelle l'Est et tout, c'est chill quand même. S'il n'y avait pas des guerres là-bas, je pense... Puisqu'à l'Ouest, actuellement, nous avons l'Équateur, une partie de l'Équateur. Bon, ça, c'est quand c'était encore bien avant. Puis nous avons... Donc, aujourd'hui, nous avons, je pense, la Mongala. Puis nous avons, quoi, ici... les 26 provinces, là. Les provinces de l'Équateur. Puis de l'autre côté, nous avons l'ancien Bandundu. Puis nous avons aussi... Lomami? Non, la Lomami, c'est au centre.
Là, c'est les Kassai. Les Kassai, c'est au centre. Donc, côté ouest, je pense. Je pense ouest et centre, c'est la même chose. Oui, centre, oui, je pense que c'est la même chose. Les centres, quand même, il y a quand même certaines infrastructures. Comme par exemple, au Kassai oriental, Mbujimaï, par exemple. Il y a quand même des puisqu'il y avait la MIBA avant, même si c'est déjà KO, mais avec quand même la BIBA avant, ça veut dire qu'il y a quand même des infrastructures. Il y a par exemple même Kananga, par exemple. C'était parmi, entre guillemets, les anciennes capitales du pays. Ça fait qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments. Les infrastructures, en tout cas, c'est pas ce qui manque de ce côté-là. Si nous partons aussi, par exemple, même si nous entrons par exemple dans les provinces comme la Sankuro actuellement, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça une province. Si on prend l'Omami actuellement, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça une province. Si je prends par exemple les Kassai central, je prends Kassai central aussi. Je suis jamais arrivé au Kassai. Bon, il faut quand même connaître ton pays, mon cher. Tu vas entreprendre au Congo, mais tu ne connais pas la géographie de ton pays. Je me concentre sur certaines régions. Sur l'Est, tu veux dire? L'Est. Chez moi. En tout cas, mais je pense qu'il y a un travail vraiment à faire du côté ouest et centre. Et la plupart, je vais me tirer une balle dans les pieds, la plupart des entrepreneurs qui ont émergé avec par exemple les diamants au Kassai, la plupart ont investi dans les femmes, dans la gloire, dans les voitures, mais n'ont pas investi au vrai sens du terme. Ça veut dire que soit construit des entreprises pour pérenniser ça. La plupart des diamantaires, vers les années, je me rappelle quand j'étais encore enfant, quand j'étais au Kassai par exemple, vers les années 2006, 2005, tout ça, 2007, les diamantaires, ils étaient au top. Il y avait vraiment des diamantaires qui étaient millionnaires littéralement. Ouais, c'était devenu un bon business. Oui, je me rappelle, ma mère était dans ce Oui, les diamants, en ces moments-là, c'était vraiment... En plus, c'était au moment où la MIBA était en train de chuter. Ça veut dire presque maintenant, c'était les diamantaires, entre guillemets, qui prenaient tous les marchés. Moi, je t'ai dit que les diamantaires, c'était des petits princes, c'était des petits rois. Les publicités, on voyait les voitures, on voyait les maisons, on voyait les hôtels dans lesquels ils allaient aux États-Unis, tout ça. Mais 5 ans, 10 ans après aujourd'hui, 90% de ces diamantaires-là ne valent plus rien. Il y en a qui marchent à pied à Kinshasa alors qu'ils avaient des empires. Sérieux? Oui, je te jure. J'en connais personnellement, en tout cas, je ne vais pas donner plus de détails ici, mais c'était grave. Je pense que l'Est du pays doit essayer un peu de vous influencer. Oui, déjà, de ce côté-là, j'avoue que... Chez moi, à l'Est, je me rappelle très bien. C'est ma mère ou mon grand-père? Bon. Un d'entre eux fait dit toujours Coucou Inakola Kadira Modomwaki. Oui, je comprends. Les manges, oui, je comprends. Sa capacité. Donc, il ne faut pas toujours consommer au-delà. Tu vois, à l'Est, il y a des gens, ils sont vraiment riches. Mais ils vivent dans des conditions là plutôt simples. Mais le problème, c'est qu'à l'Est aussi, par contre, je ne vais pas dire la plupart, mais la majeure partie des grands, entre guillemets, de l'Est qui ont aussi beaucoup investi, ils étaient aussi dans la politique, ils étaient aussi dans tout ce qui est rébellion. Prenons par exemple Modeste Bahati. C'est parmi les grands mécènes, mais il est dans la politique. Non, pas la majeure partie. Oui, c'est juste c'est clair que Modeste Bahati, il s'est aussi fait de l'argent avant d'entrer à 100% dans la politique comme il est actuellement. Mais n'empêche, nous avons M. Kamere. Nous avons l'ancien Julien Palouko. Nous avons l'autre qui était au côté au sud Kivu, l'ancien gouverneur ici, qui avait même fait un accident avec... C'est lui qui avait la barbe. Oui. C'est lui qui avait fait un accident avec Matata Ponyo. Nous avons même Matata Ponyo du Maniema. Nous voyons comment il a transformé le Maniema, en tout cas, que ce soit avec les universités, les écoles, que ce soit en termes d'infrastructures. Il a même ramené aussi beaucoup d'investissements de ces côtés-là. Tu vois la différence entre... le volet des Matata Ponyo et le volet des... Bon, on ne peut pas dire qu'il a volé quand même. En fait, il a volé, mais au moins il a travaillé. Bon, si jamais il a volé, moi, je n'ai pas dit que Matata Ponyo a volé. Je rectifie, je n'ai pas dit qu'il a volé, au fait. Mais n'empêche que, on voit quand même tout ce qui s'est passé. Il a utilisé l'argent du pays, au fait, pour faire quelque chose. Ce qui me fait le plus mal, et je l'avoue comme tu le dis, mais les gens qui ont percé dans les centres et côté ouest, il y en a beaucoup aussi, mais n'ont presque rien fait chez eux. Au Kassai, il y a très peu, par exemple, d'entrepreneurs qui ont percé dans les affaires, puis qui ont réellement réinvesti dans leur province ou dans leur ville ou dans leur village, contrairement aux gens de l'Est qui pensent vraiment aussi à faire développer les choses à la maison. Mais au centre, je ne sais pas si c'est culturel ou c'est dans les sangs ou je ne sais pas moi quoi, tout ce qui nous intéresse, c'est dépenser. On dépense sans compter littéralement dans les centres. Bon, peut-être c'est le lien de famille. Hein. Bon, parce que, écoute... Personnellement, la raison pour laquelle je compte plus de centrer mes activités à l'Est, c'est que je viens de l'Est, j'ai de la famille là-bas. Dans le seul moyen d'aider
famille élargie. Oui, c'est d'être... C'est en améliorant les conditions de vie de la majorité. La communauté, là. Ouais, voilà, la communauté. C'est une grande famille. Je ne vais pas aider tout le monde. Impossible. Pour mieux juste aider toute la population à l'entrepreneuriat, créer des emplois, améliorer, je sais pas, les conditions de vie de certaines personnes. C'est plus ça. Et à l'ouest, c'est plus... Bon, c'est ça, en fait, l'égoïsme. Désolé. C'est l'égoïsme, en fait. Je l'avoue. L'ouest, les centres, c'est seulement pourri. Et ça, je l'avoue, puisque je peux critiquer, puisque je suis de là. Je suis du centre, c'est... J'ai honte parfois, j'ai honte, avec toutes les ressources que nous avions eues dans les passés, par exemple, même actuellement, il y a quand même des gens, mais tu te rends compte que la plupart qui ont encore de l'argent, ils se préoccupent juste d'eux-mêmes, et ceux qui en avaient avant, ils sont aussi juste préoccupés d'eux-mêmes, et c'est pourquoi ils n'en ont peut-être plus actuellement. Ils ont dépensé dans la bière, dans les femmes, dans les voitures, dans tout ce qui n'avait pas de valeur, entre guillemets, pérenne. Vous pouvez changer ça, en fait, en apportant, en fait, cette nouvelle ère. Moi, en tout cas, comme j'ai toujours dit, je pense que d'une manière ou d'une autre, ma raison de vivre, c'est de rentrer dans mon pays puis de faire développer mon pays. Au-delà juste de dire de développer ma région, par exemple, mais de manière générale, juste les pays. Si je peux créer des entreprises qui sont basées à Kin, à Mbujimayi, à Goma, à Bukavu, je sais pas moi, à Bandaka, pour moi, c'est... En fait, c'est comme ça que le pays va se développer, en fait. Il va entrer en voie de développement. Comme tu as dit, le pays n'est pas encore en voie de développement. N'est pas encore en voie de développement. C'est grâce à des entrepreneurs. Genre, le pays se concentre beaucoup plus sur les politiciens. On attend tout des politiciens. Les politiciens ne vont rien faire. Ils ne font rien, ils n'ont jamais rien fait. Parce que le principe d'innovation et tout, il est adopté par les entrepreneurs. C'est grâce à l'innovation qu'on améliore les conditions. J'utilise toujours ces termes, en fait. Améliorer les conditions de vie de la population, en fait. C'est grâce à ça que les gens évoluent. C'est grâce à ça que les gens atteignent le sommet. Moi, je dis, en partie, en fait, l'entrepreneur, en fait, c'est, disons, un serviteur de Dieu. Il continue l'œuvre de la création. Amen. Tu vois, c'est ça, en fait. Il continue l'œuvre de la création. Amen. Preach. Dieu a créé le monde. Il a investi son souffle, en fait, dans l'être humain, en fait. Pour que toi, en tant qu'investissement, tu lui rendes un retour sur investissement aussi en continuant l'œuvre de sa création. C'est ça, en fait. C'est très simple. C'est la raison pour laquelle nous avons donné l'intelligence et autres choses, autres compétences. La plupart de tes idées... Wait, je suis toujours en train de... L'entrepreneur continue l'œuvre de la création. Damn it! That was deep. Tes meilleures idées, comment elles sont venues, en fait? Mes meilleures idées, comment elles me sont venues? Très souvent, c'est... Je vois un problème, je réfléchis à ça, ou soit parfois même quand j'ai pris. Parfois, c'est quand je dors. Parfois, j'ai des rêves de I'm like, oh, I need to do this. Parfois, c'est juste quand tu réfléchis aux problèmes qu'il y a dans ton pays ou dans ta région, dans une certaine mesure, puis tu essaies de trouver des solutions. Mais pour finir juste par là, je me dis toujours qu'il y a chaque idée qu'il y a dans ta tête, d'une manière ou d'une autre, c'est Dieu qui la souffle à ton oreille. Voilà, c'est ça en fait. Et Dieu, il est tellement juste que tu ne seras pas le seul à qui il va délivrer ces secrets-là. Donc, toutes les idées que tu as en tête actuellement, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a aussi en tête actuellement. Ouais, c'est fort probable. La différence, c'est seulement qui va entrer en action. C'est ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui entre en action. Raison pour laquelle on les appelle des entrepreneurs. Ce n'est pas simple. Hein, pour toi, c'est qui un entrepreneur? Qu'est-ce qui fait un entrepreneur? Un entrepreneur. C'est quelqu'un qui cherche toujours à améliorer les conditions de vie de la société à travers la création des biens, des services et tout, qui vont faciliter au fait la vie de la société l'environnement dans lequel il est au fait. C'est plus ça au fait. Et comme je t'ai dit au fait, c'est un serviteur des dieux. Amen. Parce que en fait, je dirais que la plupart des meilleures idées et tout sont venues comme ça en fait. Le désir d'aider mon prochain en fait. C'est ça au fait qui pousse à réfléchir. Je réfléchis même pas en fait, ce sont des idées qui viennent. Chaque fois que je vois un besoin au fait, et automatiquement je pense à une solution. Dieu va jamais descendre au fait du ciel pour aider tout le monde. C'est pourquoi il place ces idées tout dans des personnes comme toi et les autres. Bon, moi je suis encore un bébé au fait. Quelle humilité. Je suis pas encore. L'humilité de ça même, ça montre la crainte de Dieu qui est en toi. Non en fait. L'homme est humble. Comment je ne peux pas me comparer. Il fait grâce aux hommes, mais résiste aux orgueilleux. Je ne peux pas me comparer aux gros poissons. Nous, on a commencé, on vient de débuter et tout.
Et bah, c'est pas facile. Hein. Je pense que je t'avais raconté, en fait, oui. C'est pas simple et tout. Des fois, je me dis, mais comment, j'ai même pas besoin de faire tout ça parce que ma vie et tout, mon avenir, il est quand même tracé. Donc, j'ai pas besoin de m'emmerder et tout. C'est ça. Excuse-moi pour les termes, mais déranger et tout. Non, mais dis les choses. Et c'est ça que, parfois, même mon petit frère, c'est pas s'il les dit réellement ou il les fait en plaisantant. Parfois, quand il me voit, parfois travailler au lieu d'aller faire un devoir, travailler sur des projets au lieu d'aller faire un devoir ou même en train de suivre des podcasts là pour comprendre un truc. Mais il dit toujours, mais ici, ton avenir au Canada, il est déjà tout tracé. Like, tu as tel contrat qui t'attend déjà, tu travailles déjà pour telle entreprise. Là. Tu pourrais juste te concentrer sur tes études, puis finir les études, continuer ta carrière, puis tout est tracé. Tu as un chemin tout tracé devant toi, mais pourquoi tu te démerdes toujours à penser à investir au pays, à entreprendre au pays? Et je pense, comme tu l'as dit, like, c'est pourquoi je dis toujours l'entrepreneuriat, c'est libérer du monde pour devenir esclave de sa propre vision. Ouais, c'est vrai. Je suis devenu esclave de ma vision. Ouais, c'est vrai. Like, et un jour, récemment, j'étais je pense à une conférence, là, on m'avait invité à une conférence, là, puis j'étais en train de parler avec des gens, puis il y avait une personne qui disait, oh non, l'entrepreneuriat, c'est facile, juste après une année, like, si tu veux vraiment, puisqu'on parlait des styles de vie, quel style de vie tu veux avoir, lui disait, non, moi je vais travailler peut-être 20 heures la semaine, et la seule façon de faire ça, c'est être entrepreneur, je vais commencer à travailler 20 heures la semaine, puis avoir tout le temps pour aller m'étudier, reposer. Alors, j'étais à côté de lui, I was like, wait, ce gars, il est en train de parler de vendre la drogue, ou même si c'est la drogue, tu peux pas travailler 20... Like, l'entrepreneuriat, c'est, tu deviens littéralement esclave de ta vision. Et ça, beaucoup de gens... Et les mots, il est très bien choisi. Tu deviens esclave, ça veut dire parfois, tu n'as même pas envie de les faire. Parfois, tu ne veux même pas te réveiller du lit pour travailler sur ces projets-là ou pour réfléchir à telle ou telle autre situation, sans que personne ne te pousse, sans que personne ne t'oblige à le faire. Mais comme quelque chose. C'est désir-là, en fait, cette motivation, ouais. En fait. Cet objectif. Raison pour laquelle il faut avoir un objectif bien précis, genre un plan, genre le plan principal, en fait. C'est-à-dire tu vas commencer avec d'autres activités pour financer ton plus grand projet. Mais au moins, tu as un grand projet, au fait. Et c'est ce grand projet qui va te motiver chaque jour, au fait. Comme je t'ai dit et tout, c'est une voix divine, en fait, qui t'inspire. Raison pour laquelle, des fois, tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas, mon cher. Non, en fait, au début, c'est plus intéressant parce qu'il y a cette excitation. Oui, en fait. Oui, genre, oui. Tu dors pas, tu t'es réveillé. Tu as envie tu commences à... En fait, tu t'imagines déjà avoir des revenus, tu t'imagines déjà, genre, le business, il a réussi. Mais, bon, la réalité, elle est souvent autre, hein, tu vois. Mais, like... entreprendre une fois de plus. Allez sur ma chaîne, vous allez voir mes citations. Guys, what's wrong with you? Like, une fois de plus, il y a une citation, like, quelque chose qui m'était venu en tête. Toutes mes citations, c'est souvent des choses qui me viennent juste en tête comme ça, puis je les écris directement. Il y a, pour moi, je disais sur ma chaîne, même sur mon Insta, tout ça, entreprendre, c'est accepter les risques de l'échec. Mais avoir la ferme conviction qu'on va, d'une manière ou d'une autre, parvenir au succès. Personnellement, j'appelle pas ça l'échec. Non, mais like, c'est l'échec du point de vue extérieur pour dire tu vas peut-être créer une entreprise, puis après 2 ans, tu dois fermer les portes. C'est clair que pour un entrepreneur, il n'y a jamais d'échec puisque tu as appris beaucoup de choses. Mais n'empêche qu'il faut quand même te dire que malgré la plus belle idée que tu as actuellement, il peut se faire qu'après 3 ans, 5 ans, il y a des entreprises qui meurent après 10 ans. Donc tu peux vraiment réussir, mais après 10 ans, après, tu es obligé de fermer les portes. Mais il faut quand même te dire que c'est possible, cette possibilité-là, cette probabilité-là, elle est là, elle existe. Mais tu te dis, s'il y a quand même juste 1% que ça marche, ça vaut quand même la peine que je me réveille à 2 heures, ça vaut quand même la peine que je mette toute mon énergie. Et tu ne peux réellement faire ça que si réellement l'argent n'est pas ta priorité. Ah ouais, ça c'est vrai. Si l'argent est ta motivation première pour entreprendre, c'est impossible de faire ça. C'est impossible de faire une année en train de fournir des énergies dans une entreprise qui ne donne pas encore de la rentabilité. Aussi, tu investis beaucoup d'argent dans l'entreprise. Tu investis de ton argent, de ton temps, de tes relations. Et je répète, de tes relations, puisqu'en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de relations, même pas juste des relations amoureuses ou quoi, même amicales dans une certaine mesure, auxquelles je dis littéralement couper. Pas couper puisque les autres personnes étaient mauvaises, mais puisque juste elles ne cadraient plus avec ma vision de vie. Et parfois, c'est difficile même d'expliquer à ces personnes-là pour dire,
tu ne cadres plus avec ma vision de vie. Quelle vision? On était amis. Non, pourquoi tu as commencé à fréquenter ces personnes si elles ne correspondaient pas à ta vision de la vie? Non, il y a à un certain moment de ma vie, elles correspondaient à ce que j'étais, à ce que je pensais de la vie. Mais le problème, c'est que plus on grandit, plus on doit s'allier avec des personnes avec lesquelles nous avons un futur commun, qu'un passé commun. Plus j'ai grandi, plus j'ai une grande vision, plus je dois m'attacher avec des gens. Par exemple, tu vois, il y a des amitiés, par exemple, comme que ce soit avec toi, que ce soit par exemple avec Jean-Baptiste, avec lesquels, par exemple, nous travaillons sur ces podcasts, puis on travaille aussi sur d'autres projets, que nous allons bientôt vous annoncer pour le mois de novembre avec Jean-Baptiste. Restez connectés en tout cas, on va bientôt faire des annonces par rapport à ça. Mais avec Jean-Baptiste, je n'ai pas un passé commun avec Jean-Baptiste, mais j'ai un futur commun. Tout comme avec toi, je n'ai pas un passé commun avec toi. Et il pourrait se faire que dans 5 ans, 10 ans, que tu ne répondes plus à ce que j'ai comme vision de ma vie dans 15, 20 ans. Et c'est pas comme si on va se bloquer ou quoi. Mais c'est juste que, c'est ça grandir. Et les gens parfois disent non, tu as changé, avant tu n'étais pas comme ça. Non, je n'ai pas changé, j'ai grandi. Ah ouais, ces termes-là. J'ai grandi. Ces choses-là, on me les dit. En grandissant, il y a des habits qu'on laisse pas parce que c'est mauvais. C'est pas au nom. Les personnes ne correspondent plus à ta vision, c'est juste que vous n'avez plus le même centre d'intérêt. Non, même pas centre d'intérêt. En fait, normalement, c'est ça. Par exemple, les personnes avec qui je ne suis plus en contact, genre vraiment en contact, c'est la raison pour laquelle on ne semble plus vraiment en contact, c'est parce qu'on ne partage plus le même centre d'intérêt. Parler des centres d'intérêt, pour moi, quand j'entends parler des centres d'intérêt, pour moi, c'est comme si on était en train de parler plus du court terme, puisque les centres d'intérêt changent très rapidement. Tandis que la vision, elle est quand même permanente dans une certaine mesure, même si elle peut être modifiée. La raison pour laquelle, si tu t'es tu t'es engagé dans une relation avec la personne, bon, tu avais toujours la même vision. Donc, si tu t'es mis en relation avec elle, c'est-à-dire que... What I said was, disons que quand j'avais 18 ans, nous sommes devenus amis. Quand j'avais 18 ans, je n'avais pas encore la vision des Nyumbako, je n'avais pas encore la vision des Exponentiel. Bientôt, la Exponentiel Consulting. Ça, c'est encore quelque chose d'autre qu'on va vous annoncer bientôt. Mais je n'avais pas encore la vision d'Exponentiel Consulting, la vision d'Exponentiel Invest, tout ça, on n'avait pas encore cette vision-là. Mais maintenant que j'ai cette vision-là, et avec toi, on ne parle par exemple que des football, on ne parle que des boxe, on ne parle que des femmes. Peut-être que ce sont des choses qui m'intéressent maintenant. Au moment T, ici, ça m'intéresse. Mais le problème, c'est que puisque maintenant j'ai une vision, je me dis que sur 5 ans, 10 ans, je dois être ceci, je dois devenir ceci. Même si nous partageons aujourd'hui les mêmes centres d'intérêt, mais puisque je dois maintenant commencer à me préparer par rapport à ma vision, je suis obligé de te laisser. C'est pas que je suis déjà devenu millionnaire, c'est pourquoi je t'abandonne. Non, tu es plus concentré, occupé à autre chose. Carrément. Donc, tu n'as plus le temps pour, disons, tes futilités. Non, maintenant, ça, c'est devenu des futilités, littéralement. Bah, c'est ça, en fait. Ça, plus on évolue, plus certaines choses, en fait, ils perdent la valeur. Ça perd son importance. Tu vas pas dire que la personne ne correspondait pas à ta vision. Tu avais toujours ta vision. Mais, je sais pas, en ce moment-là, il y a d'autres distractions, d'autres futilités qui attiraient ton attention. Et cette personne, elle correspondait à cette futilité-là. Donc, raison pour laquelle tu l'as fréquentée. Et dès que tu es fatigué au fait de cela, ou tu es passé à autre chose, ou tu upgrades, voilà, en fait, tu fréquentes des personnes en relation avec ta vie. Ta vision un peu. Quelles sont les choses qui avaient une certaine importance pour toi, qui avaient vraiment de l'importance pour toi avant, puis aujourd'hui, ça ne représente plus que rien par rapport, puisque maintenant tu as une vision de ta vie un peu plus claire. Contrairement à vous autres, la vision que j'avais dans le passé, c'est la même vision là maintenant. Certes, j'ai fait des mises à jour, mais ça reste la même vision. Donc mes centres d'intérêt dans le passé n'ont pas vraiment changé. Restent le même. L'objectif, c'est de construire une richesse générationnelle, bâtir un nom. Et comment? À travers mes activités et tout. Les parents ont refusé de me donner des fonds. Non, ils m'ont demandé de commencer petit à petit. Et ouais, ils ont raison en fait. Parce qu'avec M-Congo Express et tout, j'ai compris que, imagine si c'était avec une grande organisation et tout, j'allais perdre beaucoup d'argent. C'est ça. Comme on dit, les entrepreneurs et tout, ils n'échouent pas. On fait qu'apprendre. Oui, on apprend chaque jour. La version améliorée des M-Congo Express aussi, ça va quand même, même si elle n'est pas stable. Et la suite aussi arrive. Interesting. Il faut venir parler à Exponential Consulting. Le consultant. Bientôt.
Excusez-moi, mais les Moi, je ne suis pas le consultant, mais vous allez voir, vous allez comprendre de quoi on va parler moi, en avec tout Exponential cas, Consulting. désolé, je n'ai pas eu une bonne expérience avec les consultants. Comment ça, tu n'as pas une bonne expérience? Disons, en fait, écoute, je suis un étudiant à tel faire, je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais besoin. Excuse-moi pour les temps, mais pourquoi j'aurais besoin d'un consultant? Non, les consultants, ça dépend de l'expertise. Toi, tu n'as pas... La différence parfois entre moi, tu vois, par exemple, si j'ai une entreprise, dans les domaines de l'immobilier, en tant qu'entrepreneur, je suis partout. J'ai la tête partout. Tandis que généralement, les consultants, ils sont censés être dans un domaine précis. Si tu vois un consultant qui est consultant dans toutes les sphères d'une entreprise lui-même, c'est-à-dire quelque part là, il y a du faux, il y a beaucoup de faux. Un consultant, c'est tu choisis une fonction, par exemple, de l'entreprise où tu vas te spécialiser, devenir un expert pour maintenant pouvoir débuter. Moi, par exemple, si tu viens, c'est pas moi, tu viens me prendre comme consultant pour tout ce qui est ressources humaines dans une entreprise. Bien sûr que j'ai une entreprise, je gère actuellement des ressources humaines, mais je peux pas vraiment être consultant dans ce domaine-là, ça serait l'escroquerie. Pourquoi pas juste embaucher un spécialiste en ressources humaines pour s'occuper des... Non, là, mais tu vois, la consultance, c'est l'externalisation. C'est pour réduire les coûts. Ça dépend aussi de toutes les façons. C'est pas juste pour réduire les coûts, mais c'est aussi pour chercher l'expertise. Bon, c'est vrai aussi. Bon, moi, je suis un entrepreneur traditionnel, archaïque, donc... Mais en tout cas, Exponential Consulting, Exponential Invest, bientôt, vous allez savoir de quoi on parle. Ça sera quand même du grand. Et on va sûrement, on est encore en train de voir ça, lancer ça au mois de novembre ou décembre. Mais avant le mois de janvier, en tout cas 2025, vous saurez déjà de quoi on est en train de parler. Ça sera plus pour les gens qui ont une vision fixée vers l'Afrique. Que vous soyez ici, mais vous voulez investir en Afrique. Que vous soyez ici, mais que vous voulez entreprendre, au vrai sens du terme, c'est-à-dire entrer en Afrique pour aller entreprendre. Nous allons en tout cas vous mettre non seulement en relation avec les gens qui entreprennent déjà en Afrique, mais nous allons aussi vous mettre en relation avec des gens qui investissent déjà aussi en Afrique. Nous allons vous mettre Bref, vous allez comprendre un peu de quoi ici. Je ne savais pas qu'on était venu faire de la promotion. Moi aussi, je dois en profiter. Faites de la promotion. Si vous avez des idées d'entrepreneuriat au Congo, vous avez besoin d'investissement. Très important. Si vous avez besoin d'investissement, venez voir Arsène. C'est un très grand investisseur. Il a investi dans beaucoup de projets apparemment. Je vais aussi venir avec mes idées. Tu vas peut-être investir aussi dans mes projets. Mais sur cette chaîne, on parle des mindsets, d'entrepreneuriat, mais aussi des spiritualités. Là, nous sommes déjà à la fin et je me suis donné la discipline. Ouais, c'était court, hein? Non, on a déjà fait plus d'une heure. Ah ouais? Oui. Et là, je me suis donné la discipline de mettre aussi en avant cette partie de la spiritualité. Et je pense qu'on en a même parlé quand nous étions en train de discuter sur l'entrepreneuriat. Je sais que pour toi, être entrepreneur, on était en train de continuer l'œuvre de la création, l'œuvre de Dieu. Mais quel est ton rapport principalement à la spiritualité? J'aime pas montrer mon côté spirituel devant tout le monde. Mais bon, je dirais juste que, bon, je sais pas, j'ai une bonne relation avec le grand patron. C'est comme ça que je l'appelle. Parce qu'il est le provider dans ma vie. Je dois dire, tout ce que je fais là maintenant, c'est... J'ai réussi dans tout ce que je fais. C'est parce que genre, je l'associe à mes activités, mes études, mes projets pour l'avenir. J'excelle grâce à son soutien. Disons en fait, moi, depuis tout jeune en fait, je me dis toujours, Dieu nous a donné l'intelligence pour une raison bien précise. Moi, je viens d'un pays où les gens s'attendent toujours à un miracle. Et moi, depuis tout petit, moi, je ne réfléchis pas dans ces sens-là. Donc, moi, je travaille. Ouais. C'est un verset de la Bible qui dit aide-toi et l'échelle t'aidera, je pense. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Sérieux? Ça n'existe. Les fake Christians, ça n'existe pas dans la Bible. Aide-toi et l'échelle t'aidera. Non, bon. Really? Really, man? En fait, moi, c'est. Why would you do that? Tu viens de gâcher les podcasts? Aide-toi et l'échelle t'aidera? En fait, moi, en tout cas, je utilise toujours ça, en fait. Aide-toi et l'échelle t'aidera. Moi, en tout cas, j'ai travaillé. Et à la fin, je dis au grand patron, en fait, moi, je fais ma part des choses. Maintenant, c'est à toi de gérer. Bon, c'est comme dans le business et tout. Moi, je m'occupe de l'environnement interne et externe. J'ai le contrôle, j'ai le pouvoir sur l'environnement interne. Lui, il s'occupe des opportunités et des menaces. Lui, il s'occupe du côté macro. Ouais, moi, je m'occupe il s'occupe des opportunités et des menaces. Moi, je m'occupe plus de mes forces et de mes faiblesses, voilà.
J'ai oublié les termes. Moi, je m'occupe des forces et des faiblesses parce que j'ai un contrôle sur ça. Lui, il s'occupe des opportunités, des menaces parce que là, je n'ai pas de contrôle sur ça. Les gens appellent ça la chance. Moi, j'ai dit, bah, yo, je suis en bon terme avec lui. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il va pas m'aider. Par exemple, c'est le grand patron pour moi. C'est le grand patron. Et je pense même quand tu parlais de ce que les gens attendent des miracles, pour finir aussi avec un peu de spiritualité, moi, je me dis toujours, les plus grands miracles dans la vie, c'est de devenir ce qu'on a décidé de devenir. C'est de devenir ce qu'on a décidé d'être. Like. Pour moi, c'est les plus grands miracles. Puisque je suis entrepreneur. Like, je suis aussi déjà dans la vie professionnelle ou autre. Je sais que la plupart du temps, les choses n'arrivent toujours pas comme on le veut, on le souhaite. On aimerait vivre jusqu'à 60 ans, on va peut-être mourir à 40 ans. On aimerait avoir ses parents jusqu'à, c'est pas moi, quand ils auront 100 ans, mais ils vont peut-être nous lâcher bien avant. On aimerait que les études se passent de telle ou telle autre manière. Like, de manière générale, la vie, les choses ne se passent pas toujours de la manière dont on souhaiterait. Mais si jamais, un jour, tu te décides pour dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans une année, voilà ce que j'aimerais être, voilà ce que j'aimerais devenir, et la chose arrive. C'est ça, les miracles. Les miracles, ce n'est pas quand on obtient quelque chose qui nous surprend. Les miracles, pour moi en tout cas, c'est lorsqu'on obtient quelque chose qu'on a planifié d'avoir et on l'obtient. Parce que nous vivons dans un monde tellement avec beaucoup d'inconnus, avec beaucoup de surprises, avec beaucoup de menaces, par exemple, où les opportunités parfois sont entre les mains d'une poignée de personnes. Et heureusement qu'il y a un verset dans la Bible qui dit le cœur des rois, il est entre ses mains et il les tourne partout comme un torrent d'eau. Heureusement au moins que nous avons les grands patrons qui peuvent entre guillemets tourner entre guillemets le cœur des gens, des grands patrons sur cette terre comme il le veut. Mais pour moi, les miracles en tout cas, s'il y avait même un conseil à vous donner, ne vous attendez pas à un miracle comme étant quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Que les miracles deviennent quelque chose auquel vous vous attendiez. Amen. Travaillez pour ça. Et si vous vous attendez à ça, ça veut dire qu'il faut bien travailler pour ça. Donnez de la force à ça, investissez dans ça. Bref, investissez-vous complètement à ça. Et la Bible, je pense, dans les livres de Proverbes, il y a un verset qui dit celui qui fait bien son travail aura toujours de la place auprès des rois. Amen. Et ça, c'est quelque chose pour lequel vous devez me dire, ok, la Bible dit, si j'ai fait bien mon travail, j'aurai la place auprès des rois. On et même récolte ce qu'on a sémé. Très important. C'est ça les miracles. Like, c'est pour. Je pense qu'on va faire peut-être un épisode sur juste les miracles, la spiritualité, puisque j'aimerais vraiment. Ça, c'est vraiment like. Avant, je pensais aussi que les miracles, c'était quelque chose d'inattendu, même dans les églises. Et je ne dis pas que c'est que les pasteurs, après, c'est faux pour dire non, c'est quelque chose que tu n'avais pas envisagé, puisque la même Bible nous dit que ce sont les choses auxquelles l'homme n'a jamais pensé, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ça, c'est un autre problème avec le Congo. Le Congo, le problème, c'est la spiritualité. Excuse-moi. Mon cher, c'est un problème. Là, tu es en train de... Là, on est en train de conclure ce podcast. Faut pas m'amener ça. C'est un autre problème. Là, je pense qu'on avait même fait un live avec quelques personnes sur derrière ma chaîne sur la religion, l'opium du peuple. Like, on avait fait un live sur ça. On parlait vraiment... Si vous l'allez suivre, vous pouvez suivre. C'est un live du temps de 2 heures ou 3 heures littéralement. On avait passé beaucoup de temps à parler de ça. Mais pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est ça les miracles. Les miracles, c'est tu t'es défini quelque chose et tu espères de toutes les façons que les grands patrons vont amener les opportunités qu'il faut. Je n'espère pas, je suis sûr. Puis il va bloquer les menaces de la manière dont il faut pour que la chose arrive. Et mis à part le fait que les miracles soient ce que tu as prévu, mais les miracles aussi, c'est toi. Comme tu étais en train de dire, Dieu n'a pas placé en nous une sagesse pour rien. Il faut se dire, il ne faut pas dire que tu veux voir un miracle. Tu es les miracles de Dieu. Tu dois être rentable. En toi, Dieu a placé la sagesse, comme tu as dit, l'intelligence, les connaissances. En toi, Dieu a tellement investi dans une certaine mesure. Tu es déjà les miracles de Dieu. Le fait que tu existes, le fait que tu penses, que tu réfléchisses, que tu aies les idées que tu as, c'est déjà un miracle. Donc, au-delà du fait de chercher un miracle, regardez plutôt en vous, vous êtes les miracles de Dieu. Puis, si vous avez des idées, mais vous avez des doutes, vous vous dites, je n'ai pas les moyens, ne vous inquiétez pas trop de ça. D'une manière ou d'une autre, les grands patrons savent gérer tout ce qui est côté macro. C'était en tout cas ça pour moi, les mots de la fin. Je ne sais pas si tu as aussi un mot de la fin. Pas grand-chose à dire. Mais bon, c'était un plaisir, en fait. C'est un honneur, en fait, d'être là, aujourd'hui, avec vous. J'étais un peu réticent au début, mais je t'avais dit non. Mais tu vois que ça s'est bien passé. Bah, c'est bien passé, mais... Il n'y a pas mort d'homme. J'aime pas souvent montrer ses côtés, en fait, ses côtés, genre, je sais pas, t'es sérieux et tout. Oui, tu me connais, non? Bon, je suis plus dans les distractions et tout. J'aime pas trop montrer ses côtés et tout.
Mais c'était en tout cas très instructif. On a en tout cas parlé de beaucoup de choses. Puis, ce que j'ai retenu, c'est que monsieur veut bâtir une dynastie. Et... Tu vois, c'est à cause de ça, en fait. Et, en tout cas, nous sommes dans la même vision. Comme moi, je vais bâtir quelque chose qui va me dépasser, qui va vivre au-delà de moi, au-delà de ma personne. Voilà, c'est ça. Et comme je disais, parmi, en tout cas, la liste, parmi les choses qui sont sur ma liste, j'aimerais un jour créer des empires en Afrique où, dans mon entreprise, je pourrais embaucher quelqu'un qui gagne 100 000 $ par an, mais je ne suis pas au courant que l'entreprise l'a embauché. Et ça, pour moi, je veux atteindre ce niveau-là où, dans ce que j'aurais construit, il y a des gens qui peuvent être rémunérés à 100 000 $ par an, mais moi, en tant que CEO, en tant que peut-être directeur ou président, je ne sais même pas qui a été embauché. Ça a été embauché par tellement il y aura quand même un niveau entre moi et ces personnes-là. Je vais arriver à ce niveau-là. Et si vous voulez, entre guillemets, construire cette belle histoire avec nous, soyez patient pour Exponentiel Consulting. Et abonnez-vous aussi. Exponentiel Invest. Abonnez-vous. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Messieurs, c'était un plaisir. C'était un plaisir, messieurs.